Hey, c'est Quentin, comment ça va? No Code France, est-ce qu'il y a du monde sur le chat? On est neuf? Pas mal. Est-ce que ça va bien tout le monde depuis la semaine dernière? Je vais voir s'il y a du monde qui est réveillé, parce que le lundi c'est difficile. Euh, du coup aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu le message. Salut, Oula, comment ça se prononce? Ferai Nila. Première fois que je viens sur votre live. Écoute, c'est le live de No Code France. Euh, Moi, je suis qu'un invité. Je viens faire l'émission pour WeWeb. Euh, mais très cool que tu viennes. Bienvenue. Flochou qui nous dit ça va Yamb, même si c'est lundi. Ouais, je t'avoue que le lundi c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est cool de se retrouver. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu le message sur Slack, sur No Code France. On va faire un live un peu différent, dans le sens où je vais pas vous montrer exclusivement des fonctionnalités de WeWeb. Je vais vous montrer plutôt un outil no-code que nous-mêmes on utilise en interne, qui est UserFlow, qui permet de créer des onboardings. Les onboardings, déjà, est-ce que tout le monde voit ce que c'est un onboarding à peu près, ou je vais expliquer au cas où. Mais en gros, un onboarding, c'est toute la partie où vous faites un peu des tutoriels quand vous arrivez dans des applications où vous pouvez vous inscrire tout seul, typiquement Webflow, Airtable, euh, je sais pas, Glide par exemple, Stacker. Ils ont tous un onboarding où ils vont vous dire, bah, en fait, notre outil il marche comme ça, comme ça, comme ça. Et dans le but de vous faire comprendre comment l'utiliser pour qu'après vous puissiez être indépendant. Et ça, souvent, ça se passe dans l'applicatif. On n'a pas, il n'y a pas une personne qui va vous appeler qui va vous dire, bon alors il faut que tu l'utilises comme ça. Et personne de nos jours a envie de lire des articles d'aide pendant des heures. Donc en fait, ça se passe directement au sein de l'application. Sauf que c'est une chose qu'on va pas coder nous-mêmes au sein de l'outil. Pourquoi? Parce que déjà, nos développeurs, ils ont autre chose à faire. Il faut qu'ils développent les features du produit, donc la GUI web. Et typiquement, c'est une chose sur laquelle on a envie d'itérer très vite, parce qu'au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va intéresser quelle personne dans l'application qu'on a créée, même si on a des idées. Donc c'est une chose qu'on va devoir beaucoup faire évoluer. Et pour ça, il y a des logiciels qui servent à créer des onboarding. Donc, typiquement, il y en a des très connus comme Intercom ou Appuse. Nous, on utilise Userflow parce que c'est plus flexible, c'est très puissant et on peut tout faire en no-code. Donc je me disais, ce serait cool de vous le montrer. Et nous, dans l'idée, ce que j'aimerais bien faire pendant ce live, c'est un peu vous demander ce que vous aimez plutôt les onboarding où on vous explique beaucoup de choses, peu de choses. Est-ce que vraiment les choses que je veux vous montrer au sein de WeWeb, ce sont des choses qui vous intéressent? Parce que, en gros, si vous voulez, la théorie du software as a service, donc software as a service, les SaaS, c'est tous les logiciels que vous utilisez sur Internet sans les installer. Donc quand vous utilisez Netflix, quand vous utilisez Webflow, quand vous utilisez WeWeb, quand vous utilisez Twitter ou Facebook, même si là c'est plus des réseaux sociaux, c'est un peu différent, mais en fait c'est des SaaS. euh, et en- Tout le jeu des SaaS, donc WeWeb en est un, c'est pour ça que nous on veut le faire aussi, c'est de vous faire comprendre euh, quelle est la valeur de l'outil dès la première utilisation pour que vous puissiez rester et puis pour que vous puissiez payer, parce qu'au bout d'un moment on est des entreprises, il faut bien qu'on gagne de l'argent. Et pour ça on doit vous accompagner à ce qu'on appelle dans le monde du... À San Francisco on appelle ça le haha moment, c'est un peu le moment où vous vous dites waouh putain cette application répond à un de mes besoins, elle est trop bien. Typiquement, quand vous utilisez Uber, c'est le moment où, pour la première fois, vous allez commander un Uber, il arrive vite, et il vous emmène à destination, et vous dites, putain, ça s'est passé super vite, c'était trop bien, du coup, je vais le refaire. Et nous, on a des idées dans WeWeb de choses, justement, à vous montrer là, dès votre première utilisation, pour que vous puissiez vous dire, putain, WeWeb, c'est trop bien, je vais continuer de créer des applications dessus. Alors, pour ce faire, je vais commencer, déjà, je vais me changer d'écran pour pouvoir toujours voir le chat, et je vais vous partager mon écran. Je sais pas si c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ce que je viens de raconter. Et du coup, là, on va arriver sur Userflow. Alors, Userflow, c'est une boîte qui est montée par trois gars. C'est assez impressionnant. Ils sont en indépendant, qui est une boîte qui est distribuée entre les États-Unis et je crois l'Europe. Et en fait, c'est vraiment, vous voyez, pour faire des onboarding. Et il y a des entreprises assez stylées qui l'utilisent, typiquement Payfit. Et on a nos petits copains de chez Stacker, si je me souviens bien, qui ont fait leur onboarding grâce à Userflow. Voilà, donc pour vous montrer un peu ce que c'est un onboarding, typiquement ils ont une vidéo démo. Vous voyez, c'est tous ces trucs, en fait les petites bulles d'aide que vous allez avoir
dans la première fois que vous arrivez dans une application, ou le texte explicatif, ou les tooltips, qui vont s'afficher en mode, vous voyez là, il le place en mode clique ici, clique ici, clique ici, pour te dire, regarde, suis-moi, et ensemble, on va réussir à créer quelque chose. C'est un peu la même chose pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Moi, je joue pas mal, enfin, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je joue plus trop, mais je joue un peu à Zelda en ce moment. Le dernier, Breath of the Wild, qui d'ailleurs est ouf. C'est un peu, vous voyez, l'équivalent de je commence à t'apprendre les premiers mouvements dans le jeu vidéo, comment tu peux battre tel ou tel boss, enfin, quel objet est le meilleur, pour un peu vous donner des pistes, pour ensuite vous débrouiller tout seul. Et donc je disais, ouais, il y a nos petits copains de Stacker qui l'utilisent, si je me souviens bien. Si on va dans les customers, ici, vous voyez qu'ici Stacker, ils ont fait leur onboarding. Qu'est-ce que nous dit Flochou? Ils sont top, Payfit carrément exemplaire sur beaucoup d'aspects pour scaler. Ouais, Payfit c'est une belle boîte, une très belle boîte française. Dans nos licornes, avec des boîtes comme Conto, il y a Swile récemment qui vient de passer en licorne. Spendesk, pas mal de potes dans ce genre de boîte, c'est des belles boîtes. Et eux, l'avantage qu'ils ont de faire des onboarding, c'est qu'en fait, c'est des boîtes très horizontales, ils font vraiment une seule chose, genre ils te font des fiches de paye ou ils te font des tickets resto. Nous, le truc, c'est qu'on est dans le no-code, donc avec WeWeb, tu peux faire plein de choses différentes. Donc c'est là où on va devoir beaucoup itérer sur notre onboarding. Et vous pouvez voir qu'ici, les petits gars de chez Stacker ont créé leur onboarding directement, hop, hop, je vais enlever le son, avec UserFlow. Donc quand vous arrivez pour la première fois dans Stacker, vous avez une espèce de... Voilà, vous avez une checklist de choses à faire. Euh, Vertical, tu as dit horizontal? Oui, vertical, pardon. Ouais, des boîtes verticales. Nous, on est horizontal. Ouais, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec WeWeb. Et vous voyez qu'il y a une checklist de beaucoup de choses à faire. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous allez... Hop, je vais avancer. Vous allez, voilà, trigger, donc déclencher du texte, des tooltips qui vont vous dire, bah, en fait, customiser une page, ça se passe comme ça, connecter de la donnée, ça se passe comme ça, et ainsi de suite. Et là, vous voyez en fait, ils vous obligent à faire certaines actions pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne Stacker. Donc nous, on va faire pareil dans WeWeb. Alors le truc avant de faire ça, c'est... parce que là, on parle d'outils, et j'aimerais bien qu'on fasse un petit aparté, c'est que je sais que dans le no-code et dans le monde des startups, on parle beaucoup des outils comme étant des recettes formidables pour résoudre des problèmes. Mais le fait est que si vous n'êtes pas organisé, c'est pas le fait, par exemple, de rajouter un Notion ou un Coda qui va vous aider. Si vous comprenez pas comment marche un ordinateur, faire du no-code, ça va pas vous aider. Et en fait, mettre UserFlow, c'est pas ça qui par magie va nous permettre d'avoir un bon onboarding utilisateur. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pas mal de recherches utilisateurs, on a posé des questions à nos utilisateurs actuels, et on s'est dit, quel est le moment? En fait, on a fait même des calls avec eux, on était en vidéo, on leur a montré pour la première fois l'interface, et on leur a montré des choses différentes, et on s'est dit, quel est le moment où on voit un espèce de sourire, et ils sont en mode, waouh, WeWeb c'est cool. Et on s'est rendu compte que c'est pas le fait de créer un site, le publier, enfin, il faut forcément faire ça, mais c'est la première fois où on leur montre comment binder de la donnée et répéter de la donnée sur une page qui vient d'un back-end externe, et ensuite comment renvoyer de la donnée dans leur back-end. Donc moi, dans l'onboarding, j'ai envie de présenter ça. Euh, je vois que Raph est arrivé dans le chat. Nice. Et donc nous, on s'est dit, ouais, ouais, vraiment, le moment où on voit vraiment, et on a vu littéralement des sourires, c'était ouf, d'utilisateurs, c'est que quand ils ont vu que ils pouvaient avoir une liste de données qui vient par exemple d'un Airtable ou d'une base de données, qui t'affichait comme par magie, mais ils pouvaient customiser le design, contrairement à un stacker ou à un softer, où c'est vraiment le design, il est fixe, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'on aimerait montrer la première fois que vous arrivez dans WeWeb. Donc pour ce faire, je vais faire un truc assez que je ne fais pas d'habitude, mais je me dis que ça pourrait être plus simple. Je vais splitter mon écran en deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'un côté WeWeb, d'un côté UserFlow, et je vais créer l'onboarding au fur et à mesure avec vous. Je regarde juste combien on est. Ah, on est 15 personnes maintenant. Pas mal. Alors, je vais tout simplement... Oui, forcément, j'ai été logout de UserFlow, parce que sinon, c'est pas rigolo. Je vais me reloguer dans UserFlow. N'hésitez pas à m'interrompre si je fais beaucoup d'anglicisme, parce que je sais que là, qu'en plus, je suis dans une tâche
que je fais typiquement pour mon travail, et mon cerveau réfléchit en anglais. Donc il y a des trucs qui vont sortir en anglais. Et faut pas le voir comme un truc de oui, ils veulent utiliser que de l'anglais, Startup Nation. C'est vraiment en fait, on réfléchit en anglais, donc c'est très dur de vous sortir les mots en français au bon moment. Mais si vous voulez, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à m'interrompre et je ferai l'effort mental avec vous, il n'y a pas de problème. Donc là, dans Userflow, on a plusieurs types de flows tout simplement qu'on peut créer. Donc c'est soit des workflows qui vont vous dire, qui vont vous amener d'un point A à un point B dans notre interface, enfin dans l'interface de WeWeb en l'occurrence, mais ça pourrait être dans votre app à vous. Soit on a des checklists, donc ce qu'on a vu pour typiquement pour Stacker avec des to-do à faire 1, 2, 3. Soit on a carrément des. Eux ils appellent ça des launchers. En fait, c'est des espèces de petits tooltips ou des bulles qui bougent et qui vous disent vas-y, clique ici, en fait, je vais t'expliquer ce que c'est. Mais là, pour l'instant, nous, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être uniquement faire des workflows et de vous montrer peut-être un workflow tout simple. Admettons, la première fois qu'une personne arrive sur WeWeb, comment on va l'amener à créer un site. D'ailleurs, j'ai même une question. Euh, Vous savez quoi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que je voudrais dépiler pour l'onboarding, et on va voir ensemble si ça a du sens, et je ferai même chaud d'avoir vos retours. Donc admettons, je suis une personne, j'arrive sur WeWeb, je viens de me sign up. Normalement ici j'ai 0 site, donc je vais créer un nouveau workspace pardon, que je vais appeler onboarding, pour faire comme si je venais d'arriver sur WeWeb pour la première fois. Voilà, donc j'arrive là-dessus. L'action 1 que j'ai envie que l'utilisateur prenne, c'est de créer un site. Je vois, il y a beaucoup d'utilisateurs en faisant des recordings, ils se baladent dans les design systems, les components ou le billing. Ah, on voit pas le double écran. Ah merde. Je me suis... Parce que j'ai oublié de refaire ça peut-être. Yes. Attendez. Je ne sais pas setup un écran. Je suis un génie. Voilà, en fait, j'étais comme ça. Et j'étais en train de montrer... ouais, du coup, Userflow, il y a plusieurs types de workflows. Donc, les workflows où on se balade, les checklists et les tooltips. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais vous les montrer en live. Et là, j'étais en mode, on va dans WeWeb. Et, euh, et on va faire l'onboarding sans onboarding. C'est vraiment, on va faire toutes les actions que j'aimerais que l'utilisateur prenne. Et je suis chaud que pour vous me disiez, bah en fait, là on s'en fiche ou là j'aimerais faire autre chose. Donc on arrive, on a un workspace vide. Donc je disais typiquement, je vois plein d'utilisateurs qui vont dans les design systems, les components, les membres et tout. Et en fait, c'est pas l'important pour l'instant. Moi j'ai envie qu'ils créent un site et qu'ils aillent tout de suite dans l'éditeur parce que c'est là qu'ils vont avoir la valeur de WeWeb. Donc ce que j'ai envie, c'est qu'ils créent ici rapidement un site, qu'ils choisissent un template. Et dans l'idéal, j'aimerais bien qu'ils évitent de prendre blank, parce que le template blank, c'est un template vide, et quand on débute, c'est pas le meilleur. Les gens sont perdus. Donc j'aimerais bien les pousser vers un template, pour qu'ensuite ils créent un nom de site, enfin une web app. On va l'appeler pareil, onboarding. Voilà. Qu'ils la créent, et ensuite pour aller directement dans l'éditeur. Donc ça, est-ce que c'est déjà une chose que naturellement vous auriez fait, ou honnêtement vous auriez cliqué sur tous les boutons possibles et inimaginables avant de lancer le site? Alors je sais que c'est difficile de répondre, parce que il faut se mettre un peu. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on aurait fait la première fois. Mais est-ce que c'est vraiment vous avez besoin d'un onboarding sur cette partie-là, ou est-ce que naturellement vous auriez créé un site, vous qui êtes habitué quand même au no-code, qui êtes un peu dans notre cible, qui est carrément dans notre cible, ou est-ce que vous auriez voulu avoir un onboarding qui vous dit bah en fait clique sur ce bouton et choisis un template? Chaud d'avoir vos réponses. En attendant les réponses, je vais aller dans l'éditeur. Hop, directement. Ok, bah il y a Flo qui nous dit que lui il aurait choisi un template blank. Alors ça c'est une bonne remarque, c'est qu'on a vu plein de personnes utiliser blank. Le problème de blank quand tu utilises, c'est que en fait c'est un peu le même problème qu'ont des outils comme Notion ou Airtable qui sont très puissants, c'est que tout le monde a envie de commencer d'une page blanche, mais en fait quand tu commences d'une page blanche, t'as pas d'idée. T'es en mode bon ok je fais quoi? Et en fait t'as trop d'options qui s'ouvrent à toi, t'es perdu. Et il y a un point psychologique qui est super intéressant qui dit que la conversion, donc amener l'utilisateur à faire un objectif, c'est juste de la volonté moins de la friction. Et si tu as beaucoup de choix, bah en fait tu as énormément de friction parce que tu sais même plus quoi faire. Ouais, donc tout le monde aurait fait du template blank, c'est bien. Donc en fait, il faut que je vous mette un truc en mode n'allez pas sur blank, please. Ne faites pas ça.
Donc là, du coup, il faudrait que je vous amène sur un template. Idéalement, on va même créer un template, je pense, pour l'onboarding. Et du coup, la deuxième chose que que j'aurais envie de montrer là, c'est de dire aux personnes, bah vas-y, rajoute comme un plugin, donc typiquement Airtable ou REST API. Alors là, dans les faits, pareil, je suis intéressé d'avoir vos feedbacks, c'est que je sais que beaucoup de personnes ont des Airtable, mais pas tout le monde. Et du coup, j'aurais peut-être voulu laisser l'option, est-ce que tu veux utiliser peut-être des spreadsheets Google, est-ce que tu veux utiliser Airtable, est-ce que tu veux utiliser REST API? Sachant que je vais pas faire l'onboarding sur tous les plugins, mais en vrai, je pense que dans le marché, REST API et Airtable, c'est un peu les plus courants. Et ce que j'aime bien le faire sur Airtable, c'est qu'Airtable, c'est très simple à paramétrer versus les autres, mais tout le monde n'a pas de compte Airtable. Et est-ce que d'ailleurs, aussi truc intéressant, est-ce que vous avez déjà un template en tête ou est-ce que vous seriez arrivé sur WeWeb en mode j'ai pas d'idée, ça aurait été cool d'ailleurs de vous filer peut-être un template Airtable. Est-ce que c'est une chose qui vous intéresse? Cool d'avoir plusieurs options. Perso, j'avais testé WordPress. Merci Joyce. Tu me rajoutes du taf. Et ben on fera WordPress plus tard. Strapi pour les mi-codeurs. Dev et no-codeurs. Ok. Alors Strapi, j'ai essayé. Le problème de Strapi, c'est qu'il faut le setup. C'est un enfer. Mais on va peut-être le faire, mais je pense qu'on ramènera les gens sur la doc de Strapi. Parce qu'il faut qu'ils aient une instance qui tourne. Mais du coup, ouais, pour continuer, typiquement, je prends Airtable, je prends le plugin, je mets la clé API, je vous enlève juste mon écran, histoire de pas encore changer de clé d'API pour la 150e fois dans le mois. Hop, hop, je vous remets mon écran. Alors, qu'est-ce que nous dit Flo? Compliqué de répondre, car Airtable est plus adapté à l'esprit no-code, mais Gshit est utilisé massivement. Je pense que vous devez assumer un choix, je prendrai Airtable. Écoute, c'est exactement ce qu'on s'est dit, Flo. C'est cool d'entendre ça. C'est que je pense qu'au début, on va faire que Airtable et on va donner aux gens un template. Et tant pis, s'il y a de la friction, on fera peut-être d'autres plugins plus tard, parce que là, vous allez voir, ça va prendre du temps quand même de créer un onboarding. Là, je continue, et là, j'ai envie tout simplement que vous créez une collection, donc add a collection. Donc là, typiquement, ça pourrait être avec n'importe quelle de vos tables, de vos tables, mais l'idée aussi dont j'ai parlé à Flo, là, de vous filer un template Airtable, c'est qu'en plus, je sais ce qu'il y a dedans, donc je pourrais vous faire binder la donnée selon ce qu'il y a dedans, ce qui me permet d'être encore plus explicite sur l'onboarding. Parce que vous voyez, là, il y a un problème qui va se poser, c'est que si je vous laisse plein de choix, je ne sais pas ce que vous allez faire avec, et il y a beaucoup de chances que vous pétiez l'onboarding ou que vous mettiez de la donnée complexe, et auquel cas, vous n'allez pas voir la valeur de WeWeb. Donc des fois, vous savez, c'est un peu le problème de... Moi, je suis une personne qui adore tester des outils, pareil, je suis un maker, un product guy, et typiquement, quand les onboarding trop dirigistes, ça me saoule. Mais maintenant, je comprends parce que si l'onboarding n'est pas assez dirigiste, en fait, vous allez juste tout péter. Et des fois, c'est bien d'être. En fait, il faut réussir à être entre les deux, c'est assez compliqué. Mais du coup, un peu réussir à choisir son camp. Donc là, on va l'appeler comment? CRM, parce que j'ai créé une base de CRM il n'y a pas longtemps. Je vais mettre Airtable. Là, vous voyez que j'ai un petit point euh, sur Catched avec un tooltip. Ça, justement, c'est un test que j'ai fait tout à l'heure sur Userflow pour vous expliquer aux gens ce que c'est Catched. Bon, pour l'instant, on n'en tient pas rigueur. Et là, j'aimerais bien montrer aux gens d'utiliser Static ou Catched, dans le sens où, en fait, si vous utilisez ces options, vous allez avoir pareil, une fonctionnalité en plus qui est les filtres qui viennent de sortir, et j'aimerais, pareil, les montrer dans l'onboarding. Donc ça, va falloir que je l'explique. Là, je vais prendre la base CRM. Non, ça s'appelle comment? Dashkit déjà? Voilà. Hop. Donc là, j'ai juste envie que vous preniez une table. Catched. Oui, Webflow qui nous dit il est content parce que j'ai mis Catched. J'avoue que Catch, c'est la vie. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a rajouté une petite feature, je me permets justement de faire un aparté. C'est que regardez, si je fais Continue, que se passe-t-il ici? Il y a la pagination, bon, ça c'est pas nouveau. D'ailleurs, je vais la mettre sur hop, 20, même 15. Regardez ce qu'il y a ici, les filtres. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Avant, on avait des filtres horribles, avec du code qu'on comprenait même pas, nous-mêmes des fois. Et maintenant, regardez, waouh, on a des where, des end, des contains, des as any of. Donc on s'est pas saoulé, mais en gros, vous avez les filtres comme Airtable et Notion maintenant, dans l'app.
Donc pareil, j'aimerais bien en parler vite fait dans l'onboarding, peut-être pas le faire setup, mais dire regarde, il y a des filtres, by the way. Et du coup, avec ces filtres, on peut faire des trucs assez stylés. C'est que par exemple, si je veux uniquement les entreprises dont le nom contient, je sais pas, R, hop, je save and test. Et voilà, j'ai Airbnb FR. Et vous voyez, hop là, les petits filtres en temps réel qui sont disponibles qu'en statique et en cache parce que on filtre sur la donnée chez vous, on la copie chez nous. Donc on filtre sur cette base. Mais du coup, maintenant, on peut filtrer. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut binder le filtre à une variable et pour faire des recherches en temps réel. Donc ça, je pense qu'on vous le montrera un autre live. Mais en gros, là, on a les filtres et la recherche qui sont sortis, qui permettent vraiment de créer des web apps. Bref, dans l'onboarding, j'ai envie de parler vite fait des filters. J'ai envie de parler du sorting, parce que pareil, on peut sort by, par exemple, le name. Et mon filter, je n'ai pas testé mon filter. Tiens, Flo, vu que tu es dans le chat, quand on enlève le filter, mais qu'on le reteste pas, et bah du coup, il s'enlève pas. J'en permets pour débugger en même temps. Et là, vous voyez que justement, on peut faire le sorting. Je peux le faire sur le nom. Donc là, je vais le faire à l'envers parce qu'il y a Zapier et Webflow en premier. Et une fois qu'on est bon, on a notre data. Ok. Je regarde juste le chat. Qu'est-ce que dit Flo? Je pense qu'il y a un compromis que l'on peut trouver qui est de faire des onboarding dirigés, mais des durées courtes et nombreux. Ouais, ça c'est un truc, j'aurais pas le temps de montrer, je pense, dans le live, mais c'est un truc qu'on a beaucoup fait. C'est typiquement la première fois que tu utilises une fonctionnalité, on te fait un mini onboarding. Et en fait, je vais pas te faire un onboarding sur toutes les fonctionnalités parce que ça va te saouler. Si je reprends l'exemple de Zelda et des jeux vidéo, typiquement les jeux vidéo, ce qu'ils font de très puissant, et d'ailleurs, inspirez-vous des jeux vidéo pour créer des applications. Franchement, le game design, ça fait des années que des mecs travaillent sur des problématiques que nous on a aussi, mais ils le font beaucoup mieux que nous. Dans le jeu vidéo, ils vont vous dire, tiens, tu peux commencer à te battre comme ça, tu peux utiliser tel ou tel outil et va par là. Mais en fait, vous allez continuer de découvrir dans les bons jeux vidéo, surtout les jeux Nintendo, typiquement les Mario et les Zelda, vous allez continuer de découvrir des trucs encore longtemps après. Là, Zelda, ça fait un an que j'y avais pas joué, je viens d'y rejouer ce week-end, j'ai découvert un truc que je connaissais pas. Et j'étais en mode waouh, comme un gamin. Et en fait, j'adore ce genre d'application. Typiquement, ça m'est arrivé déjà fois dans Notion, où on découvre encore des trucs des jours ou des semaines après, et on est en mode putain, en fait, je suis pas allé jusqu'au bout des choses. Alors que si on vous montre tout durant l'onboarding, vous allez être perdu, vous allez dire ouais, il y a trop de choses, vous allez pas vous souvenir, ça va vous saouler. Du coup, phase suivante, qu'est-ce que j'ai envie que vous fassiez? J'ai envie que vous alliez sur un conteneur, donc de type soit colonne, soit flexbox, pour que vous répétiez tout ce qu'il y a dedans, euh, pour que vous répétiez les enfants selon tout ce qu'il y a dans votre liste de données. Donc là, typiquement, j'ai envie que vous alliez sur colonne, elements to repeat, expression, et vous choisissiez la liste que vous venez de rajouter. Et là, typiquement, après, j'ai envie de vous montrer, bah regarde, l'image qui est dedans, tu peux aussi la lier, hop. Donc c'est là que ça vaut le coup de savoir ce qu'il y a dans le Airtable, parce que là, si dans votre Airtable, il n'y a pas d'image, bah, je peux pas vous montrer les images. Hop, là, je vais prendre le texte, et là, typiquement, on est bon. Donc j'ai envie de vous montrer ça, et vous disiez, waouh, c'est stylé, j'ai pas besoin de ça, hop. Et ensuite, j'ai envie de continuer en vous. Alors ça, je pourrais pas le faire aujourd'hui parce qu'il nous manque encore les fonctionnalités, mais j'aurais envie de vous montrer par exemple, et regarde, rajoute un bouton, hop, comme ça vous vous rendez compte qu'en plus il est ajouté pour tout le monde. Là, un peu pour se différencier sur la proposition de valeur d'un stacker ou d'un sauveteur, de vous dire, bah regarde ce bouton, il est moche, on va le styliser. Donc peut-être en changeant, je sais pas, la couleur du texte ou la couleur du bouton ou en changeant les bordures. Donc là, si je mets un border avec un radius, hop, voilà, vous pouvez faire un bouton rond et ainsi de suite. Vous pouvez le mettre sur le côté. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis dans une flexbox. Enfin bref, ça, ce sera un peu pour une prochaine fois. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, bah regarde le bouton, on change le texte, on va peut-être dire add company, j'en sais rien. Et là, de vous dire, bah en fait, quand tu cliques sur ce bouton, ici, tu peux avoir un workflow et dire, bah, par exemple, un clic, j'ai envie de créer quelque chose dans ma collection. Donc là, pour l'instant, c'est pas possible, mais en gros, j'aimerais vous montrer tout ça, histoire que vous disiez à la fin, waouh, j'ai réussi à binder de la donnée, j'en ai plein, et en plus, je peux la modifier. Et à la fin, forcément, publish, et de vous envoyer sur le site publié. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui a du sens, ou si, enfin, si vous voyez déjà de la valeur là-dedans, ou si vous auriez voulu voir autre chose.
Mais nous, de ce qu'on a vu avec nos utilisateurs, c'est principalement ce qui les fait triper, tout simplement. Ok. Je vais voir s'il y a des petits commentaires de gens qui me disent non, je veux pas du tout voir ça, t'es trop mauvais. Et auquel cas, si c'est bon pour vous, on va aller direct sur Userflow. Hop, je vais me remettre en split screen. Je vais supprimer ce site. Et là, on va repartir de zéro. Alors là, comment ça marche Userflow? Userflow, je vais créer un nouveau type de contenu. Donc, comme je l'avais dit, il y a des workflows, des launchers, des checklists, et il y a même des NPS. Donc ça, les NPS, c'est encore un peu différent. C'est typiquement pour vous demander une note sur 10 en mode, si demain l'outil il n'utilise plus, est-ce que vous êtes en PLS? Je le vulgarise très grossièrement. Et l'idée, c'est que les gens qui vous notent 9 ou 10, c'est les gens qui vous surkiffent. Et ces gens, il faut les chouchouter, il faut leur demander des reviews, il faut essayer de les travailler au corps, comme on dit. Mais ça, on est encore un peu trop, nous, c'est trop nouveau pour nous, on n'a pas assez d'utilisateurs, mais c'est une chose dont on pourra peut-être parler dans des futurs lives, si ça intéresse des personnes. Et là, du coup, je vais créer un workflow qui va s'appeler, je vais create, je vais mettre new user, create app in dashboard. Voilà, j'essaie d'être explicite pour qu'on sache ce à quoi il correspond. Et ce workflow, il va juste servir à vous faire créer une app et vous dire, mec, prends pas blank, s'il te plaît. Et puis ensuite, à aller sur l'éditeur. Donc là, je vais faire create flow. Et ce que je vais faire, c'est, je vais déjà lui donner des conditions de... comment? Des conditions d'exécution. C'est que UserFlow, c'est un outil externe. Il faut qu'il sache à quel endroit dans votre application et à quel moment s'exécuter. Alors il y a Tox qui nous demande quand pourra-t-on utiliser WeWeb? Écoute, certaines rumeurs disent que le sign-up n'est pas si caché que ça. Mais plus sérieusement, on lance Hacker News la semaine prochaine, donc on va rouvrir le self-serve la semaine prochaine. Et je pense que si on n'est pas trop mauvais, on vous fera un live où on vous parlera justement de l'ouverture du self-serve. Voilà, tu sais tout en avant-première. Mais quand j'aurai fini les onboarding, parce que tu vois, si je te file WeWeb sans les onboarding, tu vas être en mode bon, mec, je comprends rien ton outil. Donc là, j'ai envie de savoir quand est-ce que ça commence. Donc déjà, je vais lui dire, c'est uniquement sur le dashboard de WeWeb. J'ai pas envie que ça se lance dans l'éditeur. Je vais pas être dans l'éditeur de WeWeb et vous dire, bon, bah, comment on crée une app. Sauf que le fait est qu'en fait, UserFlow, il est présent dans le dashboard et dans l'éditeur. Donc nous, on a besoin de lui dire, lance-toi que dans l'éditeur. Donc pour ça, je lui dis, lance-toi uniquement si dans l'URL, tu es dans l'URL dashboard.weweb.io. Pourquoi je mets une étoile? Parce que moi, j'ai aussi envie de le tester chez nous en staging et en preview, et l'URL, elle est un peu différente. Et l'étoile, ça vous sert à dire, lance-toi sur n'importe quelle URL qui contient dashboard.quelquechose.io. Voilà. Ensuite, je vais le hide si on est dans l'éditeur, donc je vais le cacher, parce que si vous finissez pas et qu'au final vous allez dans l'éditeur, j'ai pas envie de vous le montrer, c'est que vous avez quand même réussi à créer un site. Donc du coup, c'est editor.étoile.io. Et là, je vais rajouter une condition, je vais dire uniquement si le user a sign up il y a moins de... Là, en fait, j'ai envie d'avoir que les nouveaux utilisateurs. Donc, il faut que je dise affiche-le uniquement sur les utilisateurs qui ont sign up il n'y a pas longtemps. Mais je le ferai après parce que d'ailleurs, j'ai envie de le tester sur moi. Donc, je vais faire une condition. Parce que là, sinon, si je le publie, tout le monde va le voir. Je vais faire une condition un peu sale que je vais enlever après, qui est de uniquement l'afficher sur moi, en fait. Donc là, si l'email de l'utilisateur c'est quentin@weweb.io, tu me l'affiches. Et là, pour vérifier, je peux par exemple dire hello, wave, voilà. Et là, normalement, si je preview, il va me demander une URL. Je vais prendre cette URL pour la tester explicitement dessus. Hop. Là, vous voyez qu'en bas, j'ai bien le dashboard. Et j'ai écrit, il y a hello d'écrit. Donc là, c'est vraiment Userflow, il m'a identifié, il a fait, oui, c'est bon, c'est Quentin. Il est sur le dashboard. Je lui affiche le message. Donc ce que je veux faire, c'est... là, j'ai pas envie de vous dire hello, machin. Enfin, je pourrais. C'est que j'ai vraiment envie de vous dire, vas-y, commence par créer un site web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, au lieu de prendre Speech Bubble,
En fait, même pour prendre un peu de recul, c'est qu'un workflow, un onboarding, c'est toujours plusieurs étapes qui peuvent être de plusieurs types différentes. Donc là, dans Userflow, c'est soit ce qu'ils appellent une speech bubble, c'est exactement ce qu'il y a ici, c'est une bulle qui est affichée dans un coin. Soit un tooltip, donc c'est une bulle qui s'affiche sur un élément de l'interface. Soit une modale, c'est vraiment un pop-up au milieu qui vous dit bienvenue, machin. Soit c'est une étape cachée. Donc ça, une étape cachée, on le verra après à quoi ça sert, c'est simplement pour attendre que l'utilisateur fasse quelque chose. Alors, Tox, je réponds juste à des questions en attendant aussi. À cet instant, vous pensez que WeWeb sera assez complet pour remplacer Bubble ou sera-t-il capable dans le futur? Écoute, tout dépend de ton projet. Si tu as besoin d'une base de données, WeWeb ne le fera pas. Par contre, pour remplacer le front d'un Bubble, je pense qu'on aura la plupart des fonctionnalités. Et pour attraper Bubble, en fait, ce qui nous restera à faire, c'est surtout d'intégrer les bons composants, les bonnes intégrations avec les bons outils. Mais ça, c'est une chose qu'on va faire au fur et à mesure en vous parlant aux utilisateurs. Pour ce, je continue. Donc là, je dis plutôt, typiquement, je vais faire un tooltip sur un élément. Et en fait, je vais vous dire, bah, je vais vous afficher le create website et je vais te dire, bah, s'il te plaît, clique dessus. Donc là, typiquement, comme j'ai pris un tooltip, il va me demander de sélectionner un élément. Donc là, je vais sélectionner, hop, un élément. Et vous voyez que ici, dans la preview, dans WeWeb, UserFlow, c'est là la partie no-code de UserFlow, vous voyez, je peux me balader sur la page et sélectionner n'importe quel élément de notre interface pour que justement le texte s'affiche dessus. Donc là, je vais prendre par exemple le create website et je vais dire, et là, je vais écrire mon texte et je vais mettre hey, genre avec un petit wave parce que j'aime bien mettre des emojis. Welcome to WeWeb. We are thrilled to see you here. Voilà, donc là on fait du copywriting, je l'améliorerai au fur et à mesure. You here. Please begin by creating a new app. Pour l'instant, on l'appelle website dans WeWeb, mais on l'appellera peut-être web app à terme. Et là, vous voyez que ça s'est mis à jour. Regardez à droite ce qui se passe. J'ai bien un texte qui se met sur mon create website euh, avec le texte que je viens d'écrire. Et là, je peux choisir des options. Typiquement, je peux dire, je peux m'amuser à mettre un backdrop. Donc là, si je mets un backdrop, voilà. Là, vous voyez qu'en fait, tout l'écran se met en noir. Il est en mode, vas-y, clique là. Il y a juste le bouton qui est mis en surbrillance. Et c'est vraiment montré en mode, bah, clique là, vas-y, crée un site s'il te plaît. Et après, j'ai d'autres options du style, je peux le mettre au-dessus par exemple. Hop. Donc là, voilà, il se met au-dessus. Mais j'ai pas trop envie. Je vais le laisser en dessous. Et là, j'ai des options pour justement améliorer la sélection de mon élément. Hop, je vais le remettre below. Pourquoi il se met pas à jour, je ne sais pas. Et en gros, là, c'est pour dire, en fait, si on veut matcher plusieurs éléments, utiliser du CSS. Donc là, on n'en a pas besoin. Mais en gros, c'est pour un peu améliorer si le bouton est assez dur à sélectionner. On peut le sélectionner ici. Hello Stan, comment ça va? Voilà, donc là, le seul moyen de s'en sortir, c'est de cliquer sur ce bouton. Parce que si je mets un backdrop, vous voyez, vous pouvez plus cliquer nulle part. Donc là, je vous force vraiment la main. Je sais que c'est un truc que certaines personnes peuvent ne pas aimer. D'ailleurs, je suis intéressé pour avoir votre feedback. Mais c'est vraiment en mode, s'il te plaît, clique sur ce bouton. Et là, du coup, une fois que c'est fait, je vais ajouter une nouvelle step une fois que la personne a cliqué sur ce bouton. Et je vais dire, on passe à la step suivante quand, hop, euh, voilà, when target element is clicked, donc là le bouton, tu vas passer à la step 2. Donc là, typiquement, si je clique là, j'arrive ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que justement, je vais refaire la même chose et je vais dire à l'utilisateur, choisis ce template, on va commencer là-dessus. Donc là, je vais expliquer avec du texte. It's really hard. Select this template. Donc là, je changerai les textes après. Mais en gros, je répète mon opération. Je vais sélectionner le bon élément. Ici, je vais me baser sur Hello. Et alors là, voilà, ok, ça s'est mis à jour. Donc là, vous voyez qu'en fait, il me dit, s'il te plaît, sélectionne ce template. Je sélecte.
Et là, vous voyez que j'ai un problème. Comment on débug ça? Alors là, vous voyez que en fait, c'est vraiment là où le no-code, il y a une limite au fait de ne pas savoir coder. C'est que là, vous dites, mais pourquoi ça marche pas? Moi, j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, quand on est en hover sur le template, vous avez vu Hello, mais en fait, il y a des boutons qui apparaissent. Et ça, UserFlow, pour lui, l'utilisateur a cliqué sur ces boutons, il n'a pas cliqué sur le template. Donc, il va falloir un peu tweaker UserFlow pour qu'il s'affiche au bon endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en arrière et je peux tricher. J'ai plusieurs moyens de le faire. Soit j'essaye de vraiment voir où est le bouton, soit en fait je dis à UserFlow, tu peux passer à l'étape suivante juste si l'utilisateur a cliqué n'importe où. Donc là, ce que je vais faire, c'est euh, hop, AdBlock, trigger. Je vais mettre un trigger et normalement c'est voilà. Là, je peux faire un. Alors, je vais un peu vite là. Je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. C'est que là, en fait, je vais lui dire, n'attends pas que l'utilisateur clique sur cet élément, sur Hello, parce que de toute façon, voilà, une fois que l'utilisateur passe dessus, il ressemble à ça. Je vais dire plutôt, une fois que l'utilisateur a cliqué sur cet élément qui est le bouton Select, là tu passes à l'étape suivante. Donc je l'ai sélectionné le bouton, et là je vais lui dire passe à l'étape, nouvelle étape, l'étape 3. Donc normalement, une fois que je fais ça, si ici je fais ma preview, j'appuie sur OK, ça bug, c'est parfait. C'est l'effet démo, c'est bon. Ok, no tooltip. Ok, là en fait il me dit que ça marche pas parce que l'élément n'existe plus. Il arrive plus à mettre le tooltip sur le bon élément. Il est en mode, bah en fait l'élément il a changé en hover, il est devenu bleu avec des boutons. Moi, UserFlow je le reconnais plus, je sais plus où me placer. Donc là, en attendant, ce que je peux faire pour tricher, parce que ça peut être compliqué, c'est que je vais le passer en speech bubble. Please select et là je vais transformer le texte de hello template. Ok, et là je vais le baser sur. Pourquoi il veut pas s'afficher? Vas-y, affiche-toi. Voilà. Donc là, normalement, il me met un texte en bas. Voilà, select the hello template. Et il bug à nouveau parce qu'il me dit, ok, il y a select, je le trouve pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de matcher un autre élément sur ma page parce qu'il n'arrive plus à trouver mon bouton. Donc, comment je peux faire ça? Je vais réfléchir avec vous. Parce que j'ai préparé un peu le truc, mais je me souviens pas que ça a pété à ce moment-là. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire, ok, tu vas afficher le please select de hello template tant que le texte ici choose a template est visible. Parce que vous voyez, quand on choisit un template, le texte disparaît, maintenant c'est choose a website name. Donc ce que je vais faire, c'est la speech bubble. Euh, c'est même plutôt le trigger, je vais dire. Tant que l'élément choose a template est visible, ou plutôt, si l'élément n'est plus visible, is not present, voilà, on va passer à l'étape 3. Donc là, si je me relance ici, select the hello template, je vais cliquer sur hello, voilà, et là je suis en mode choose a website name. Donc j'ai changé, vous voyez que le texte a disparu, donc il va plus m'afficher le texte. Là je vais lui dire enters a website name, then click create website. Voilà, donc c'est de l'anglais magnifique. Et là je vais faire un peu le même trick, c'est que je vais lui dire mets-le en bulle et affiche-le uniquement, plutôt, hop, l'élément sur la page choose a website name n'est plus présent, on passe à l'étape suivante. Ok, go to step et nouvelle step. Donc là, si je reprends tout mon workflow depuis le début, qu'est-ce qui se passe? Hop, close guide, qu'est-ce qu'il me fait? Vas-y, fais-moi une preview. Voilà. Hey, welcome to WeWeb. On est super content de te voir ici. Et commence par appuyer sur ce bouton. J'appuie sur le bouton. Choose a template est visible. Là, normalement, il doit me dire please select the hello template. Je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas. Voilà, des fois, il y a des petits bugs. C'est parce que je suis en preview. Je clique ici.
Voilà, là c'est et c'est pas enter, c'est please enter. C'est bien, je sais accorder mes verbes, ça fait plaisir. Please enter a website name, then click create website. Donc là je vais dire Toto et create website. Et là, le temps que ça mouline, choose a website name a disparu, donc vous voyez que le texte n'est plus affiché, parce que je m'étais basé vraiment sur le fait que le titre soit affiché. Voilà, je sais pas si c'est... Alors, qu'est-ce que dit Flo? Je regarde la question. Mais l'utilisateur aurait pu cliquer sur un autre template que Hello avec ta condition. Ouais, c'est vrai. Mais là, je dois faire des compromis, parce que je n'ai pas le temps de développer une interface pour ça. Mais le fait est que pour l'instant, je vais commencer comme ça et après, à terme, je trouverai peut-être des moyens de lui dire franchement, prends ce template-là ou nous, on va créer un template d'onboarding. Mais si tu veux, c'est good enough pour l'instant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant ce qui vient de se passer? Donc, je veux que l'utilisateur clique sur un bouton, je me base sur ce bouton. Une fois qu'il a cliqué sur ce bouton, je passe sur l'étape suivante et je lui dis bah, choisis ce template. Une fois qu'il est passé au moment de la création du site et qu'il doit entrer un nom, je lui dis bah, entre le nom du site. Et là, ce que j'ai envie de lui faire, c'est que j'ai envie de lui faire ouvrir l'éditeur. Donc je vais lui dire bah, justement, va sur Open Editor. Donc là, je vais prendre mon bon vieux tooltip et je vais être en mode click here to edit your website. Hop. Et là, je vais dire à Userflow de le baser ici. Et si je le teste, ça marche pas parce qu'on a encore cette histoire de hover. Donc, comment je vais faire? Je peux tricher, c'est que normalement quand on clique sur le nom, ça édite le site aussi. Donc là, je vais faire ça en attendant, histoire de juste vous montrer un peu comment ça marche dans l'éditeur et j'affinerai ça après. C'est que là, je vais lui dire, vas-y, clique sur le nom du site. Voilà, click here to edit your website. Donc tu cliques sur le nom. Et là, on arrive dans l'éditeur. Donc c'est bon, mon workflow va plus s'afficher. Parce qu'on est passé, souvenez-vous, dans editor.web.io. Alors que ça ne s'affiche que dans dashboard.quelque-chose.io. Donc là, une fois que c'est fait, je vais quitter ça et je vais créer un deuxième workflow où je vais montrer à la personne comment rajouter une collection. Donc souvenez-vous, là, ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il ajoute les plugins et qu'il ajoute éventuellement Airtable. Donc là, je vais créer un nouveau workflow que je vais appeler New User Add a Plugin. Voilà. Et on va commencer par lui dire, bah, commence par aller sur cet élément-là, l'élément des plugins. Donc, je vais faire un tooltip à nouveau. Begin by adding a new plugin to your website. Et je vais lui dire, tu l'affiches. Et là, oui, il faut que je redise à Userflow sur quelle URL se baser. Donc là, je vais, hop, vous voyez qu'il vient de se charger. Et je vais lui dire, tu me sélectionnes plugin. Et une fois que c'est cliqué, tu vas à l'étape suivante. Donc là, si je fais ça, voilà, là vous voyez que ça s'affiche bien. Ce qu'on va faire, c'est que même on va mettre un backdrop pour que ce soit vraiment bien visible. Voilà, et une fois que je clique ici, j'arrive sur mon étape suivante. Là, je vais mettre un truc du style Select Airtable. Donc là, j'écris vraiment du texte en mode rapide. Après, ce que je ferai, c'est que j'améliorerai le texte pour que l'utilisateur comprenne mieux. Et de nouveau, hop, Select Element, Airtable. J'aimerais bien que tu sélectionnes Airtable en entier, s'il te plaît. Voilà. Et là, normalement, voilà. Donc là, on a vraiment Airtable en mode prends Airtable. J'ai pas envie que tu prennes autre chose pour l'instant. Et une fois que c'est cliqué, étape suivante. Hop. Alors là, je l'ai cliqué. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans WeWeb, il faut appuyer sur le Add
pour sélectionner Airtable. Et là, j'ai plusieurs choses que je peux faire. C'est soit je dis à l'utilisateur à chaque fois clique là, clique là, clique là, mais c'est chiant. Soit la première fois, je peux tricher et je peux m'amuser à cliquer, utiliser UserFlow pour faire comme si l'utilisateur avait cliqué sur Add. En fait, c'est histoire de gagner du temps. Ça, c'est pour vous montrer d'autres possibilités de UserFlow, parce que pour l'instant, je vous ai montré juste les tooltips et les bulles, mais je peux faire une étape cachée. Et cette étape, en fait, je vais laisser UserFlow attendre quelque chose, attendre qu'un événement se passe, ou déclencher un événement avant de passer à une étape visible pour l'utilisateur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du JavaScript. C'est là où UserFlow, c'est plutôt un outil low-code, pour déclencher un clic sur ce bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter ce bouton. Je vais mettre mon, hop, voilà, mon DevTools en bas. Je vais voir s'il a un identifiant spécifique. Et en fait, on voit que ce bouton, comment il s'appelle? Il s'appelle Top Bar Plugin Button Add. Et en fait, je vais pouvoir utiliser je vais pouvoir créer un clic sur ce bouton. Donc là, je vais ajouter un bloc. Trigger. C'est même pas ça que j'ai envie de faire. If. Attendez. Parce que j'ai pas envie de créer un trigger, j'ai vraiment envie d'exécuter du JavaScript. Normalement, je peux. Où est-ce qu'il est? If. Ah, je crois que c'est dans le Zen. Voilà, Evaluate JavaScript. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais dire si le bouton add ici il est présent, bah dans ce cas, tu vas exécuter du JavaScript et là on va créer un clic sur le bouton. Donc comment on fait? Ça c'est un passage où en fait il y a les gens qui utilisent du JavaScript vont comprendre assez vite, sinon bear with me, c'est pas très compliqué, vous allez voir. C'est qu'en fait je vais sélectionner avec un sélecteur CSS ce bouton et je vais créer un clic. Donc, typiquement, pour sélectionner un bouton en JavaScript, comment on fait? Déjà, on va le stocker dans une variable let button égale document.query. Est-ce que je fais un query selector? Selector. Et en gros, là, ce que je fais, c'est je dis JavaScript, enfin dans le navigateur, s'il te plaît, donne-moi l'élément qui correspond à ce CSS. Et là, on voit que typiquement, mon bouton, il a une classe CSS qui est cette classe que je vais réutiliser. Et ensuite, j'ai envie de trigger un clic sur le bouton. Donc je vais tout simplement faire button.click. Si je me souviens bien, normalement en JavaScript, ça doit fonctionner. Et si là je teste, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est que je suis arrivé directement à la configuration parce qu'en fait, je viens de créer un clic. C'est là mon navigateur, il vient d'exécuter ce JavaScript. Et il s'est dit, ok, j'ai trouvé ton bouton qui correspondait à ce CSS et j'ai cliqué dessus. Donc c'est un moyen un peu hackish, entre guillemets, d'effectuer des modifications dans l'interface. Et c'est hyper utile parce que là, typiquement, sinon j'aurais dû demander aux développeurs de WeWeb, bah s'il te plaît, uniquement pour l'onboarding, n'affiche pas le bouton et automatiquement lance la configuration du plugin. Sauf que eux, c'est énormément de code. Ils doivent vérifier que c'est pas un nouvel utilisateur, ils doivent vérifier que ça bloque pas d'autres utilisateurs, ils doivent vérifier que le bouton il va pas changer de nom. Alors que moi, ça me prend littéralement 2 minutes à changer. Donc là, ça vaut le coup de le faire directement dans mon outil d'onboarding. Et c'est là que vous voyez la puissance un peu du no-code et du code. Je fais un aparté, c'est que moi, j'ai appris à coder gamin et j'utilise des outils no-code depuis très longtemps aussi. Je savais même pas que ça s'appelait le no-code. Et c'est qu'en fait, quand vous mélangez les deux, vraiment, vous pouvez décupler les possibilités des outils no-code sans avoir besoin non plus d'être un ouf en code. Moi, je code de moins en moins. Mais le fait est qu'en fait, le fait de comprendre ce qui se passe dans le navigateur et de pouvoir exécuter un peu de JavaScript, ça va décupler les possibilités de mon outil. Et c'est pour ça que j'encourage même les gens qui sont uniquement des no-codeurs à pas dire le no-code, ça se bat contre le code et c'est pas la même chose. Vraiment, utilisez les deux et utilisez le meilleur outil au meilleur moment. Et si vous pouvez, quand même, apprenez les bases du code. C'est quand même hyper utile. Stan qui nous dit c'est efficace. Merci Stan. Ouais, c'est un peu hackish pour être honnête, mais ça marche. En fait, l'idée c'est que dans l'onboarding, j'ai pas envie que vous passiez du temps à cliquer sur des boutons parce qu'il faut
En fait, il faut que tout ce qu'on voit là, ça se passe en même pas 5 minutes, parce que si vous n'êtes pas hooké en 5 minutes, vous allez vous dire, bon, bah, c'est bon, ça me saoule, et vous reviendrez jamais. Donc il faut que ça aille vite. Et typiquement, si c'était à refaire, peut-être que toute la partie dans le dashboard, je ferais une grosse partie en JavaScript où j'irais cliquer moi-même sur le template, faire des clics et ce genre de choses, pour justement vous éviter d'avoir à faire ça. Parce que l'onboarding qu'on a fait avant dans le dashboard, en vrai, il sert pas à grand-chose à part vous dire s'il te plaît, fais ça. Il vous apprend pas grand-chose. Alors que là, l'onboarding qu'on fait dans l'éditeur, je vous montre un peu à quoi ressemble l'éditeur. Et typiquement, ce que je peux faire au fur et à mesure, c'est vous dire, regarde cette icône, en fait, c'est un conteneur. Regarde, ça c'est une collection de données, tu vas pouvoir l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça. Et ainsi de suite. Et là, une fois que j'ai fait ça, bon, bah, typiquement, là, vous avez la description de comment configurer le plugin Airtable. Donc, vous iriez mettre votre clé API et ainsi de suite. Et peut-être finir bah, de configurer. Et là, ce qu'on peut faire, c'est aussi, je suis pas obligé de tout mettre dans l'onboarding. C'est qu'à cet endroit-là, on voit qu'il y a du texte. Je pourrais m'amuser à le changer et peut-être améliorer ce texte pour que vous puissiez me comprendre et pas non plus avoir de l'onboarding tout le temps parce que je sais pas vous, mais moi, si genre il y a un outil qui me prend par la main trop longtemps à me dire où je dois cliquer, ça m'énerve. Donc là, je pourrais vous laisser un peu faire joujou et typiquement, je pourrais attendre ici d'arriver au niveau des collections. Donc typiquement, c'est là, j'attends. Donc je vais créer une nouvelle étape. Où, typiquement, je vais faire then on clique et ensuite on va à la step 4. Et dans la step 4, c'est une nouvelle étape qui est cachée. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais attendre euh, que l'élément ici, le bouton, alors justement, je ne peux pas le sélectionner parce qu'il est disabled. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la clé API. Je vais encore vous cacher l'écran 2 secondes. Voilà. Et en fait, une fois que l'utilisateur il a mis sa clé API, on voit que le bouton ici, il est actif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais attendre que le bouton soit actif et que l'utilisateur ait cliqué dessus avant de lui reparler. Donc là, je vais le sélectionner et je vais lui dire, il est pas disabled et l'utilisateur a cliqué dessus. Voilà. Il se clique. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Étape suivante, du coup, l'utilisateur se retrouverait ici. Add a collection. Et là, j'ai envie de lui dire, bon bah mec, it's time to create a collection. Et là, j'ai envie de le forcer à créer une collection. Et surtout, je vais le laisser cliquer sur le bouton parce que là, c'est important. C'est vraiment en mode, bon bah maintenant, en fait, l'utilisateur va comprendre qu'il a rajouté un plugin. C'est le moment qu'il ajoute une collection de données. Et en fait, le fait de lui laisser cliquer, il va s'en souvenir parce qu'en fait, c'est une action qu'il va répéter tout le temps par la suite. Et du coup, je vais, hop, de nouveau dire que je veux ce bouton. Voilà. Et une fois que c'est clic, on arrive ici, donc on passe à l'étape. Hop, on passe à l'étape suivante. Donc hop, go to step. Étape suivante. Et là, on serait ici. Hop là. Et voilà, vous voyez, vous commencez à comprendre la logique. Et là, j'aurais à lui expliquer, bah, et je pense qu'en vrai, là, je lui dirais pas grand-chose, parce que ce serait, pareil, le texte ici qui vous décrirait ce qui se passe à chaque étape. Et j'attendrai que vous ayez fini de créer votre collection pour vous dire, ah bah maintenant, c'est le moment de trouver un conteneur. Donc ce qu'on a vu ici sur la page. De cliquer dessus, et là, je lui dirais, eh, tu vois là, les elements, items, elements to repeat, bah clique ici, et là, je lui prendrai de nouveau la main. Histoire de vraiment l'accompagner quand lui se pose des questions, pour que justement il n'ait pas à se poser de questions. C'est vraiment le moment où tu pourrais être paumé, bah non, je te reprends par la main et je t'emmène, viens avec moi, on va lier de la donnée. Mais tous les moments qui sont assez explicites, je le laisserai faire, je laisserai l'utilisateur faire un peu indépendamment pour qu'il ait un peu l'impression d'avancer de lui-même. Voilà. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que je vois qu'il est déjà 13h55 et vous voyez que c'est en fait c'est un travail qui prend pas mal de temps. Mais j'espère que ça vous a permis un peu de voir comment créer des onboarding avec Userflow. Je suis désolé, j'ai été un peu vite à certains moments et si ça vous intéresse, on pourra peut-être refaire d'autres lives là-dessus. Mais vous voyez un peu toute la réflexion et la création d'un onboarding d'un outil SaaS où là vraiment je mets en place que la logique et une fois que j'aurai fini tout ça, bah, il faudra que je le teste et encore plus important, il faudra que je change mon texte pour qu'il soit un peu fun et pour que l'utilisateur ait envie de le lire. Donc voilà.
Hop, je vais repasser en mode plein écran. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que il y a des gens... Enfin, est-ce que vous avez envie de voir quelque chose en spécifique? Vous avez des remarques? N'hésitez pas. Parce qu'il nous reste 4 minutes. Est-ce que c'était clair déjà? Parce que j'ai mis un peu de code. J'espère que j'ai pas fait peur à tout le monde. On va voir. J'ai pas de commentaires. Je sais pas si je vous ai complètement perdu ou si c'était très clair. Je penche pour la première option. Super clair. Merci Joyce. Nope, c'est clair. Oh, même Stan, il a compris. Stan qui ne fait pas de code, si je me souviens bien. Je dis pas ça en mode... Je viens de me rendre compte, je viens de dire même Stan en mode Stan, il est bête. Mais non, Stan, il est pas bête. Stan, il code pas. Alors, Flo nous demande très clair. Hop, je vais enlever l'écran, je vais vous remettre de face. Pas vous perdre. Très clair, c'était intéressant. Est-ce que Userflow gère le multilingue aussi et WeWeb? Alors, WeWeb gère le multilingue sur ton site, mais l'interface sera en anglais euh, pour l'instant. Userflow peut le gérer dans le sens où tu pourrais avoir un workflow français, un workflow anglais, et en fait tu switcherais entre les deux selon une variable par exemple de ton utilisateur. Admettons dans ton utilisateur tu stockes la variable sa langue préférée, et toi tu pourrais faire un déclencheur sur l'utilisateur est nouveau, et en plus il utilise la langue, je sais pas, français ou la langue anglais, et auquel cas t'écris que en anglais ou que en français. Je m'entraîne sur Déclic. C'est quoi Déclic? C'est un outil? Je ne connais pas. Ou tu t'entraînes juste en cliquant? Qu'est-ce que nous dit Flo? Enfin, est-ce qu'on peut créer le souk dans la reconnaissance d'éléments HTML, le multilingue? Qu'est-ce que tu entends par là? Je suis pas sûr de comprendre. Alors Stan nous parle de déclic. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y, je vais regarder. Apprends la programmation. Ah, ça a l'air stylé. Attends. Hop, je vais share mon screen. Attention, vous allez voir une boucle infinie. Hop, je change d'écran. Sorry. Apprends la programmation. Déclic est un outil clé en main. En classe, en atelier ou à la maison, il permet d'apprendre les bases du code informatique et de les appliquer à travers des projets individuels ou collectifs d'applications ou de jeux vidéo. C'est trop cool. Moi, j'ai une recommandation si vous voulez apprendre le code. Comme tout le monde, j'ai appris sur le site du zéro à la belle époque, qui maintenant est Open Classroom. Mais je vous encouragerais plus à aller sur des sites anglo-saxons si vous comprenez l'anglais, parce que les mecs sont tellement plus avancés que nous. Et d'aller un peu sur des outils comme des sites comme Treehouse, c'est Team Treehouse, voilà. En fait, vous pouvez coder dans le navigateur, vous n'avez pas besoin d'installer, parce qu'en vrai, le truc le plus chiant quand vous apprenez à coder, c'est d'installer le langage et tout, d'apprendre le terminal, c'est trop chiant. Et en fait, eux vous permettent de coder dans le navigateur. Et typiquement, il y a Code School aussi, qui est trop bien aux États-Unis, qui n'existe plus ou quoi? Ah non, ils ont été rachetés, c'est vrai. Mais il y a encore Codecademy qui marche bien pour coder dans le navigateur. Et ensuite, ce que je vous dirais très vite, c'est d'arrêter de faire des cours, comme tous les outils, de pas vous prendre la tête et vraiment de faire des projets concrets du style, dites-vous, qu'est-ce que j'arrive pas à faire en no-code ou que j'ai envie d'automatiser? Vas-y, j'essaye de faire que ça. Et de commencer vraiment à faire des concepts concrets parce que le problème de la limite de la programmation, c'est que vous pouvez apprendre toute votre vie, mais en fait, personne code de tête, hein. On va tous sur Google chercher les bons keywords. C'est juste en fait, on comprend comment le code est agencé. Et ça, pour le faire, il faut juste s'exercer. Hop, je vais enlever mon partage d'écran. Hop là. By the way, je peux t'appeler en live ce soir. Écoute, je négocie ça avec ma copine. Tant que c'est pas à 22 h encore, pourquoi pas? Ça, c'est une private joke avec Stan qui a essayé de m'appeler. Euh, Hop. Autocode archi lourd. En vrai aussi. Autocode, ouais, c'est un truc où c'est du no-code. C'est un peu un Zapier où tu codes tes endpoints, ça, j'ai l'impression. C'est vraiment trop bien. Et ouais, c'est clairement l'exemple d'outil du futur où en gros tu utilises du code juste quand on a besoin, mais toute l'interfaçage entre tes scripts, c'est fait avec du no-code. Et moi je vois ça parce que par exemple quand j'ai commencé un peu à vraiment à coder quand j'étais encore Growth dans mon ancienne boîte, en fait j'utilisais Zapier et Integromat.
Mais c'est juste que je codais quand j'en avais besoin et je trouvais que Zapier et Integromat, ça faisait partie intégrante de ma stack. J'avais des scripts qui étaient sur des serveurs qui allaient appeler des workflows Zapier ou Integromat, qui allaient me renvoyer un résultat et je faisais pas la différence entre. Et je trouve que ça, c'est vraiment la meilleure utilisation de son temps et qu'il faut pas se dire je fais soit du no-code, soit du code. Faut vraiment, parce qu'au bout d'un moment aussi, faire du code parce que les développeurs adorent faire du code, mais juste pour des use cases aussi simples et parler entre une API et un point A, un point B, bah, le no-code le fait trop bien en fait. Et t'as pas envie de recoder le script de zéro à chaque fois. Bon, Stan, si tu veux m'appeler à 22h, vas-y. Je négocie ça avec madame. Et si après mon couple. Si tu détruis mon couple, ce sera de ta faute. Mais ça devrait le faire. Bon, sur ce, j'espère que je vous ai pas tous perdus. Et puis on pourra refaire un. Je pourrais vous remontrer l'onboarding une fois fini. Enfin, tout simplement, vous pourrez le tester en self-serve quand il sera fini. Et puis sur ce, je vous dis à plus, à bientôt pour un prochain live qui sera bah, lundi prochain normalement. Non, lundi prochain, je serai pas là, donc peut-être qu'il sera reporté. Mais auquel cas, on vous présentera, je pense, le self-serve, la recherche, la mise à jour de la donnée, tout ça. Donc vous pourrez jouer avec WeWeb. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout à No Code France sur Twitch, qui nous fait l'immense honneur de nous héberger ici. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Je ne trouve pas la vidéo de fin, j'ai l'air d'un débile. Allez, ciao.